Nous allons poursuivre avec la première table ronde thématique autour donc de l'accès aux droits et la lisibilité. Et à ce titre, donc, c'est Monsieur Warren Chingan, que je ne présente pas, je pense, tout le monde le connaît, qui va être le modérateur d'ailleurs de toutes les tables rondes de la journée. Pour mémoire, vous en avez 5. Nous démarrons avec celle concernant l'accès aux droits, suivra celle relative à l'alternance comme tremplin d'employabilité, et nous terminons la matinée avec celle concernant l'accompagnement institutionnel dans l'emploi. C'est à toi. Ouais, vous pouvez l'applaudir, hein. Gaëlle Lacoma de l'ADETS, donc pour cette première partie protocolaire. Donc, elle a bien fait de rappeler l'ensemble des tables rondes qui vont nous mobiliser tout au long de cette journée ici dans cette salle Ananas. Et effectivement, ce premier rendez-vous, alors bien évidemment, et tout le monde s'y attendait, on a un petit peu débordé sur notre horaire, donc on va essayer de rattraper tout ça dans le temps. Mais l'essentiel, c'est ce qu'on attend de vous, c'est de pouvoir être des acteurs également de ce rendez-vous-là. Ce salon, il est fait pour cela, pour pouvoir échanger, participer tous. Donc pour ce premier rendez-vous, accès aux droits et lisibilité, quelle articulation des droits dans le cadre professionnel? Je vais vous demander d'accueillir... Gilda Boulmar, je suis la responsable du pôle évaluation à la MDPH à Guadeloupe. Très bien, on enchaîne avec Élise Kelaou à vos côtés de la mission locale. Bonjour à tous, partenaires, public. Donc, Élise Kelaou, chargée de projet à la mission locale. Donc, je tiens à excuser ma directrice, Madame Catherine Chumolamotte, qui est occupée aujourd'hui sur une grande manifestation. Nous avons juste à côté Marie-Claude Marcelin du Cap Emploi. Marie-Claude Marcelin, chargée d'insertion professionnelle au Cap Emploi de Guadeloupe. Malheureusement, ma directrice, Mme Custos, n'a pas pu être présente à notre manifestation puisqu'elle est en mission en dehors du département. Donc, je suis à votre disposition aujourd'hui afin de répondre à vos questions concernant l'emploi des personnes en situation de handicap. Voilà. Merci. À ses côtés, nous avons Priscilla Logis du Pôle emploi. Bonjour tout le monde, Madame Logis, donc référente régionale handicap au Pôle emploi Guadeloupe. Donc je coordonne la mise en place de l'offre de services intégrés auprès de nos agences Pôle emploi, auprès de notre équipe, qui effectivement compose le lieu unique d'accompagnement qui a été effectivement présenté précédemment par Monsieur Gilles Plumasso. Voilà, Lovely Vautier de la CGSS. Bonjour à tous, donc je suis Lovely Vautier, je suis responsable du service social de la Caisse générale de sécurité sociale. Et enfin Chantal Cancel, donc de la CAF. Alors bonjour à tous, donc Chantal Cancel, donc je suis responsable du service minima AH de la Caisse d'allocation familiale. Voilà. Voilà, les présentations sont faites. Vous avez alors pour notre exercice des micros qui sont à votre disposition, qui vont circuler au sein de la salle afin de pouvoir poser vos questions, porter vos amendements, pourquoi pas sur ce qui va être dit. On rappelle notre thème de cette première table ronde, l'accès aux droits et lisibilité. Quelle articulation des droits dans le cadre professionnel? On doit forcément avoir lu les deux mots-clés, l'accès bien évidemment aux droits et la lisibilité. C'est sans doute un des sujets qui est évoqué souvent dans les réseaux que vous partagez. On va peut-être commencer pour lancer les débats avec Madame Boulmar de la MDPH. Pourquoi? Forcément, il faut, on le rappelle toujours, hein, casser cette notion on va dire, de démocratiser finalement la reconnaissance de la personne en situation de handicap. Oui, c'est un vaste sujet, effectivement. Après, il faut déjà que la personne, elle accepte qu'elle soit en situation de handicap. Parce qu'en fait, pour arriver jusqu'à nous, il faut commencer par faire une demande. La demande ne peut émaner que de la personne en elle-même. Donc, soit elle va y être poussée par peut-être quelqu'un au sein de son travail, peut-être le Pôle emploi, peut-être... voilà. Mais il faut déjà qu'elle se rende compte qu'elle a une difficulté qui fait qu'elle ne peut elle ne peut plus garder le poste qu'elle a à l'heure actuelle, ou alors qu'il va falloir l'aménager. Et pour cela, c'est à ce moment-là que nous, on intervient. Donc, il faut faire une demande, effectivement, un formulaire de demande, certificat médical. Et ensuite, ce dossier va passer dans une équipe pluridisciplinaire qui va évaluer les capacités de la personne. Donc, ça peut être
on va juste peut-être arriver à quelque chose de l'ordre de la RQTH qui va permettre à la personne d'avoir des aménagements de poste. Ou alors on peut aller dans à des degrés beaucoup plus importants. Donc après, peut-être pourquoi pas mettre la hache, même si la hache ne dispense pas du fait d'accéder à l'emploi, une orientation en ESAT, une orientation dans des centres de réinsertion professionnelle. Pourquoi pas des aménagements aussi, hein, peut-être une carte pour se garer quand on arrive au travail, parce que dans certains endroits on ne peut pas se garer devant l'endroit, donc il me faudra une carte si je ne peux pas marcher pour arriver à mon lieu de travail. Tout ça, nous on va pouvoir le faire. Et c'est cette équipe qui, autour de ce dossier, même si la personne peut-être au départ ne va nous demander que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l'équipe elle sera en mesure de proposer des choses, de préconiser un certain nombre de droits pour l'accompagner dans le maintien en poste. Alors, on a beaucoup entendu dans les précédentes interventions le mot tabou, n'ayons pas peur de le dire, ça reste malheureusement dans nos sociétés, dans le sujet, même en intrafamilial, difficile d'accepter, parce que le dire c'est accepter finalement la situation de handicap. Et ce qu'on attend de vous aujourd'hui, qui avez sans doute des expériences, on a tous un proche, une connaissance qui est dans cette situation, quelles sont selon vous, et je vous invite à donner votre avis, les méthodes pour finalement démocratiser le sujet, pour le rendre plus accessible justement, afin d'aboutir à une reconnaissance par la MDPH. Je répète que le micro est à votre disposition. L'idée de la table ronde, c'est vraiment qu'on puisse échanger avec les personnes ressources, même si elles ont beaucoup de choses également à apporter, n'est-ce pas, Madame Kelaou, par exemple, à travers ce que la mission locale propose, notamment, et on l'a vu très récemment avec les jeunes en voie d'insertion qui se donnent les moyens d'avoir un projet professionnel. Tout à fait. Donc, pour rappel, la mission locale, on accompagne des jeunes qui sont âgés entre 16 et 25 ans, qui sont sans situation, qu'on dit NIT. Et dans le domaine handicap, on accompagne les jeunes de moins de 30 ans pour les accompagner à l'insertion sociale et professionnelle. Effectivement, il n'y a pas longtemps, nous avons mis en place une action d'accompagnement vers l'emploi pour des jeunes en situation de handicap, dont certains sont présents là aujourd'hui. Et pendant cet accompagnement, ils ont bénéficié d'actions vers l'emploi, la préparation de CV, la préparation de la lettre de motivation, préparation, comment se présenter devant un employeur, comment valoriser ses compétences. Ils ont aussi fait des visites en entreprise pour voir comment ça fonctionne une entreprise, quels sont les attendus d'un employeur. Donc certains sont sortis de très loin, de Basse-Terre, de Bouillante, pour aller aux Abîmes, parce que l'action se déroulait aux Abîmes. Et après, s'ils veulent prendre la parole, ils le feront. Et il y a certains qui ont déjà des propositions. Donc, il y en a un qui va commencer d'abord une immersion la semaine prochaine, qui va ensuite déboucher sur un contrat de travail. Il y en a d'autres qui rentrent en formation. Donc, c'est un accompagnement qui est intéressant parce que ce sont des jeunes qui prennent à cœur ce qu'ils font et qui s'investissent. Ce n'était pas évident tous les jours parce que certains ont des soucis de santé, chacun a des problématiques différentes. Donc on s'adapte à la situation de chaque personne et on ne fait pas seul, puisque seul on ne va pas y arriver. Donc on fait en collaboration, en coéquipier avec Pôle emploi, Cap emploi, qui sont là aussi pour accompagner, pour que nous puissions arriver plus loin et que nous puissions réussir cette insertion pour ces jeunes qui sont dits en situation de handicap. Et puis les prendre dès le départ, aussi jeunes, ça peut permettre d'ouvrir les possibilités dans le champ d'action. En discutant, et quand on voit la force du nombre de personnes ici présentes à ce rendez-vous, ça prouve qu'il y a un vrai réseau, qu'il y a de vrais échanges. Et c'est aussi une façon de dire qu'il y a plusieurs portes d'entrée pour arriver aux objectifs qui sont de gagner en pourcentage d'emploi de personnes en situation de handicap. Quand je parle des portes d'entrée, c'est celles auxquelles on n'aurait pas tout de suite pensé. La CAF, la CGSS, pourtant, dans vos rôles respectifs, on imagine peut-être Madame Lovely Vautier, certains viennent à vous, des personnes affiliées à la CGSS viennent à vous pour poser ce type de questions, savoir comment les orienter. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je viens vous présenter un autre aspect de la Caisse générale de sécurité sociale qui est moins connu. On connaît toute la partie prestations, mais il faut
faut savoir que la Caisse générale de sécurité sociale accompagne dans la prévention de la désinsertion professionnelle, et notamment tous les salariés qui sont en arrêt de travail et qui, par rapport à des pathologies, vont devoir justement se poser la question de comment je continue mon activité professionnelle parce que je suis en arrêt maladie, parce que le médecin m'a dit que je ne pourrais plus continuer le métier que j'ai. Et donc, à ce moment-là, le service social de la Caisse générale de sécurité sociale met en place un accompagnement de ces salariés pour les amener justement à se poser, reconnaître effectivement qu'il y a une difficulté, que je ne pourrai plus exercer mon métier, et surtout, qu'est-ce que je vais faire après ? Parce qu'on a souvent des personnes, ça fait un temps certain qui sont en emploi, et on vient de leur dire, ce que vous connaissez, ce que vous êtes en fait, quelque part, vous ne pouvez plus l'être. Et donc, ils se posent la question, qu'est-ce qui va m'arriver par rapport à mon employeur aussi, qui me met une certaine pression, comment je vais continuer ? Et nous, c'est vrai que nous sommes 12 assistantes de service social sur l'ensemble du département, et nous sommes là justement pour accompagner, cheminer avec l'assuré à son rythme, parce que chacun a un rythme différent, mais que pour que ces salariés, en fait, puissent, au fur et à mesure, reconstruire leur projet professionnel ou maintenir leur projet professionnel avec le maximum d'informations, que ce soit au niveau de l'employeur, que ce soit au niveau des indemnités journalières ou encore de la pension d'invalidité, mais en tout cas pour pouvoir continuer leur vie. Mais nous ne le faisons pas seuls. Nous sommes là justement avec les partenaires parce que nous proposons effectivement un certain nombre de mesures de remobilisation, mais ce n'est pas la Caisse générale de sécurité sociale qui met en place les mesures. Ce sont les partenaires présents en fait et qui sont aussi au niveau des stands qui permettent justement de clarifier et d'identifier le projet de la personne. Très bien. Voilà. Mais je crois que c'était l'occasion de le présenter. Et quand on disait les différentes portes d'entrée, il ne faut pas l'oublier non plus, le handicap atteint la personne, impacte la personne, mais impacte également son entourage, et en premier lieu son entourage familial. On imagine que la CAF peut venir et justement peut être une voie d'orientation également pour des familles qui se retrouvent dans ce type de situation. Alors effectivement, donc nous au sein de la CAF, donc on est là surtout pour payer les prestations, d'accord ? Donc la prestation accordée par la MDPH, donc l'allocation d'adultes handicapés. Donc nous c'est la prestation qu'on paye et on est là aussi pour accompagner les allocataires s'ils reprennent une activité, pour leur dire que ça ne veut pas dire qu'ils vont perdre cette prestation, le bénéfice de leur prestation, mais qu'il y a des conditions à remplir, il y a des conditions à respecter. Voilà, et les conditions à remplir et à respecter, ces personnes, une fois qu'elles sont rentrées finalement, parce que l'intérêt c'est ça, de rentrer dans le réseau que vous représentez, à travers celui du PRIT et d'autres encore. À Cap Emploi par exemple, ce sera l'occasion d'accompagner, d'avoir j'ai envie de dire un accompagnement peut-être même individualisé de la situation de cette personne. Alors effectivement, vous l'avez dit, il y a plusieurs portes d'entrée dans les dispositifs. Il y a la porte d'entrée effectivement via la MDPH par rapport à la reconnaissance travail handicapé. Vous avez aussi d'autres portes d'entrée via la CGSS pour les personnes qui sont titulaires de la pension d'invalidité. Il y a d'autres catégories que je n'ai pas citées parce qu'elles sont un petit peu moins représentées par rapport aux personnes que nous accompagnons. Alors, le Cap Emploi, depuis 4 années, c'est lié un petit peu plus au Pôle emploi. On vous l'a dit effectivement dans les allocutions de présentation. Avec le Cap Emploi, effectivement, le Pôle emploi crée un lieu unique d'accompagnement dans les agences Pôle emploi pour permettre effectivement de manière très proche de recevoir les personnes en situation de handicap. Alors, notre rôle au sein des Cap Emploi avec les équipes handicap des agences Pôle emploi, c'est de pouvoir effectivement recevoir la personne reconnue travailleur handicapé, évaluer quel est son besoin, évaluer ses capacités fonctionnelles pour pouvoir définir l'accompagnement le plus en adéquation avec ses capacités. Voilà. L'objectif, c'est de pouvoir effectivement individualiser le parcours puisque d'un handicap à l'autre, le parcours sera différencié et même d'un individu, effectivement, d'une personne porteuse de handicap à un autre, on sait effectivement que la même pathologie n'a pas la même... voilà, exactement. Voilà. Donc il faut un accompagnement qui est véritablement individualisé. Voilà. Absolument. L'objectif, c'est ça.
Eh ben, la transition est toute trouvée puisque vous avez parlé un petit peu de ce mariage, hein, on a envie de dire, avec le Pôle emploi. Priscilla Logis, ah oui, alors on a des micros qui circulent. Voilà, Priscilla Logis du Pôle emploi, l'occasion de casser aussi un tabou et de dire, sans être discriminant, sans rentrer dans une case, qu'il existe des offres d'emploi dédiées aux personnes en situation de handicap. Il y a aussi des employeurs volontaires. Tout à fait, hein, parce que déjà, quand une personne s'inscrit au Pôle emploi, parce qu'avant avant de prendre en compte la spécificité de la personne, hein, qu'elle soit senior, jeune ou personne dite en situation de handicap, ce sont avant tout des individus, des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui s'inscrivent effectivement à Pôle emploi. Donc on peut s'inscrire à Pôle emploi suite à une fin d'études, hein, donc on recherche son premier emploi. Comme l'a dit effectivement nos partenaires, suite malheureusement à un licenciement pour inaptitude, ou effectivement suite à une fin de contrat type dit de CDD au contrat aidé. Et effectivement, la personne peut percevoir ses droits, donc qui est l'ARE, donc l'allocation retour à l'emploi, que tout le monde dit entre guillemets en langage courant l'allocation chômage, qui effectivement est un droit quand on s'inscrit à Pôle emploi suite à une activité salariale et bien sûr qui est ouvert à tous. Et nous avons aussi ce que nous appelons l'allocation spécifique de solidarité, donc qui sont des allocations qui, pour l'allocation retour à l'emploi qui est cumulable avec l'allocation adulte handicapé, qui est versée par la CAF. Bien sûr, il y aura à ce moment-là un recalcul au niveau de l'allocation adulte handicapé. Et par contre, au niveau de l'allocation spécifique de solidarité qui, elle, est versée après la période de l'allocation chômage, dit ARE, elle, depuis le 1er janvier 2017, ne peut plus être cumulée avec l'allocation spécifique de solidarité de Pôle emploi. Donc là, à ce moment-là, il y aura effectivement un choix à faire de la part du demandeur d'emploi qui se trouvera effectivement dans cette situation. Vous mettez pile poil le point sur la thématique de cette table ronde, sur l'articulation des droits, et on comprend dans les propos qui sont exprimés par chacune d'entre vous que les droits parfois peuvent être cumulables et véritablement il faut pouvoir se retrouver. Alors pour ceux qui sont dans le réseau, c'est une chose, mais pour ceux qui le découvrent, dans un micmac peut-être pour ces personnes, mais il y a de l'accompagnement prévu pour cela. Il y a de l'accompagnement qui est prévu pour cela, c'est pour ça qu'on distingue bien les aides, les droits de droit commun et les aides de droit spécifique. Les droits de Pôle emploi sont des aides de droit commun que tout le monde peut prétendre justement. C'est pour ça qu'effectivement nous le présentons, pour que tout le monde puisse savoir que Pôle emploi, tout le monde peut s'inscrire à Pôle emploi à partir du moment qu'il est à la recherche d'un emploi. Et effectivement, comme l'a dit Madame Marcelin, aujourd'hui, nous travaillons ensemble, nous collaborons ensemble justement pour simplifier le parcours d'accompagnement du demandeur d'emploi. Mais ça fera l'objet de la prochaine table ronde de cet après-midi. Absolument, mais quand on parle de simplification, alors peut-être que parmi vous, certains pourraient témoigner ou de vous-même ou de personnes qui auraient rencontré ces difficultés. Pour les employeurs également, la question du droit est importante dans le cadre de sa volonté d'accueillir une personne en situation de handicap. Puisqu'on est dans ce cadre professionnel, le droit dans le cadre professionnel, il s'exerce aussi bien pour la personne en situation de handicap, l'employé, mais également pour l'employeur. Alors je lance mon hameçon, peut-être quelqu'un parmi vous dans l'Assemblée, une question, une idée, pourquoi pas Oui. Bonjour, Béatrice Thion. Alors je vais poser des questions, mais dans les questions, il y a des affirmations aussi. Je donne mon âge exprès. Il y a des informations que je vais donner assez pointues, parce que là-dedans, ça va vous aider pour pouvoir m'aider à mon niveau. D'accord? Je suis de la génération des années 80. Je suis née en 81. Le calcul, 42 ans. À l'époque des ordinateurs après le bac. Alors, je ne lance la pierre à personne, je suis désolée, mais ça va servir pour les générations qui arrivent, en Pornitimoun. Et c'est ça qui me fait le plus peur, pour les générations qui arrivent. On donne des aides, Dieu merci, il y en a. Je donne une anecdote rapidement. J'ai été chez le dentiste il n'y a pas longtemps. De 3 à 24 ans, sauf erreur de ma part,
Comme on dit, j'avais un professeur au lycée Carnot qui dit tout le temps, vérifiez ce qu'on vous dit. Monsieur, désolé, j'oublie son nom, qui a parlé des baskets, du Girls Sport. Pardon. Notre parrain, M. Brut. C'est quoi son nom? Monsieur Brut, félicitations. Je vous tire mon chapeau. Il y a des aides mises en place, mais je trouve quand même, on est un beau pays, en étant parti aussi, et en viré. Mais si je m'écoute à nouveau, j'ai envie de repartir. Alors voilà ma question. Quand on demande à Pôle emploi à faire un bilan de compétences, c'est pas parce qu'on est caché chez soi derrière un ordinateur ou derrière le téléphone qu'on ne comprend pas. Je suis quelqu'un de très casanier. J'aime les gens pourtant. Mais si je suis debout parmi vous là en ce moment, c'est parce que je me suis battue et pas sans difficulté. Je vais finir par ma question, mais je donne une autre anecdote. Mais je le dis, c'est pas pour pleurer, hein. C'est pour ces petits là qui sont en l'école là toujours, qui cherchent stage toujours et que les entreprises ne jouent pas le jeu. J'espère pouvoir créer ma boîte de repassage. Pas pressing, hein. Il y a un lot qui va comprendre pressing et repassage à pas même bitin. Je dis en créole, c'est pas pour être péjoratif, c'est pour être bien tenace. Qu'est-ce que j'allais dire? La question, peut-être? Oui, la question. Ah oui, il faut que je dise ça aussi, avant la question. Ceux qui écoutent Guadeloupe Première, dans l'émission de Jean-Charles, c'est moi, Béatrice Thion, au cas où certains écoutent. Voilà ma question. J'ai passé mon permis maintes et maintes fois en 2012. Ça n'a rien à voir, mais je le dis quand même. Hein. J'intègre. Il y a des gens qui ont des oreilles, ils entendent très bien. Pour avoir un emploi, en 80 ans, on le voit-il, mais bon, il faut quand même avoir la voiture dans certains emplois. Moi, j'ai juste besoin de reprendre mon permis. C'est ce que je veux me battre à faire, mais je sors d'un deuil, donc c'est pas évident, mais là, ça va mieux. Donc, papa et maman, ils ont un cimetière là, pour info. Comme ça, vous allez entendre le timbre de ma voix, c'est pas pour rien. Mon père, à l'époque, me dit, vous étiez à 3 dans l'auto-école. Je parle de permis parce que ça a un rapport avec l'emploi. Et puis, je lui dis, papa, ouvre l'enveloppe en pays, force surveille. Malgré là, t'es plus pressé pour qui moins, pour moi, ni permis là, qui moins même. Là, il ouvert en paténine. Papa me demande, vous étiez à combien ce jour-là? Je ne donne pas le nom de l'auto-école exprès, par respect. Puisqu'il y a un repreneur, ce n'est pas le monsieur qui est là encore. Parce que moi, je parle du système guadeloupéen que moi, j'ai vécu. Les coulisses, là, les jeunes filles, là, qu'on dit soi-disant fouilloles, ceci, cela, je ne vais pas plus loin. Ça aussi, il faut arrêter de juger aussi la jeunesse. C'est trop facile. Moi, j'étais dans le trou noir. Je reviens sur le sujet. J'ai passé mon permis, on était à 3. Mon moniteur me dit, tiens, tu l'as à 75%. Mais c'est là, c'est derrière votre hein. Donc, logiquement, il voit que les gens quand tu as conduit. Moi, je veux partir en 2012. On dit, par contre, permis ou pas permis, je vais flyer quand même. Chance en moins, c'est qu'un papa avait dossier là, donc en l'essayant en Guadeloupe. Ça veut dire qu'un jeune qui prend son bac avant 20 ans, et je vais donner une anecdote qui va vous toucher les cœurs, il faut que je le dise. J'avais pas un papa facile. Il faut m'être acheté en papier à la librairie pour tamponner, pour faire moins servir de pièces d'identité. T'as la raide. Parce que quand on fait femme pour son père, il faut aller de A à Z. Et comme nous tenions une tête là, mais ça ne veut pas dire que je ne l'aimais pas. Je reviens sur le sujet. Donc, j'ai remarqué dans une auto-école, si on était à 5 ou à 3, ils ne vont pas donner aux 3 élèves. Ça aussi, aux Antilles, je ne comprends pas ce système-là. On va me dire, mais non, c'est dans ta tête. 42 ans, pied bois, les jalons, à ciel là, comme dit ma mère adoptive, ils ont payé fait 6 mois. Je suis restée dans les coulisses, entre guillemets, je ne suis pas dans un gang, mais je n'étais pas loin de l'être. Et ce n'est pas moi qui vais défendre, ni dénoncer, si je voyais un vol, si je voyais un gang, quel que soit. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait mon expérience. La vie dans la rue, je connais. Je parle entre guillemets en battle là, chez Nicolas, pour ceux et ceux qui ont des enfants chez eux, des petits-enfants, je ne sais pas leurs affaires. Ne privez pas les enfants. Depuis sortir de l'inventaire, à tel endroit, regardez quelqu'un fait, qui est du qui métier, qui est fait. Alors Béatrice, on imagine qu'avec
toutes ces illustrations. Ma question, c'est que je suis fatiguée de me battre pour un permis de conduire. Je sais très bien que je sais conduire et qu'ils savent très bien que certains métiers, on a besoin de la voiture. Très bien. Alors, justement, sur la question des droits, je vais revenir à nos invités. Merci beaucoup. J'ai donné l'expérience exprès parce qu'il y a du monde qui entend. C'était le moment de parole. Très bien, merci. Merci en tout cas pour ce témoignage et je vais peut-être préciser la question sur l'accès aux droits. Effectivement, le permis est une nécessité et peut-être, vous avez raison, encore un peu plus dans un département comme le nôtre où on souffre encore de certains manques sur le transport, mais c'est un autre sujet. Qui pourrait répondre à l'accompagnement qui peut exister, les droits existants pour les personnes en situation de handicap, mais en capacité de conduire et sur cette question du permis de conduire? Parmi vous, mesdames, peut-être? Oui. L'expérience que nous avons au niveau du Cap Emploi par rapport au passage du permis de conduire, les personnes en situation de handicap ont la possibilité effectivement de réaliser une évaluation, notamment au centre Maurice Selbonne, afin d'identifier effectivement le type de permis de conduire qu'elles vont être en capacité de passer, entre guillemets. S'il leur faut effectivement des adaptations au permis, à savoir boulot volant, une boîte de vitesse automatique plutôt qu'une boîte de vitesse manuelle. Donc déjà, il y a cette possibilité effectivement de se positionner au niveau du centre Maurice Selbonne. Je vous prie de m'excuser, je n'ai pas forcément là les coordonnées du service, mais en appelant, vous pourrez effectivement être orienté. Donc déjà là, avoir une identification effectivement des besoins d'adaptation qui peut permettre effectivement plus facilement à l'auto-école de pouvoir planifier le déroulé effectivement des cours de conduite ou de code. Voilà. Ensuite, il y a des aides au permis qui existent effectivement de droit commun, mais je ne suis pas celle qui suis habilitée à en parler. Je laisse la parole effectivement à Madame Logis. Merci à donc Marie-Claude Marcelin, je rappelle, du Cap Emploi, et donc Priscilla Logis de Pôle Emploi. Alors oui, effectivement, nous avons au niveau du Pôle Emploi une aide au permis qui est effectivement soumise à certaines conditions pour toute personne qui serait à la recherche d'un emploi. Pour cela, il faut effectivement s'adresser auprès de son conseiller. La porte même ouverte aux différentes aides de Pôle Emploi, c'est le conseiller au niveau de l'agence Pôle Emploi. Alors effectivement, pour effectivement la première condition pour bénéficier de cette aide-là, c'est de ne pas être inscrite encore en auto-école et de ne pas avoir encore commencé. Par contre, je sais que dans d'autres structures de droit commun, il peut y avoir des aides. Sachant qu'aujourd'hui... Comment ? Les structures éventuelles. Donc, entre autres, vous avez le compte personnel de formation, ce qu'on appelle CPF, qui maintenant, depuis quelques années, a intégré le permis B comme étant une action de formation et qui peut être financé par vos heures de CPF si effectivement vous avez... Alors, normalement, votre compte personnel de formation, vous pouvez l'ouvrir vous directement via le site internet. Hein. Voilà. Oui, c'est ce qu'elle précisait, c'est que désormais, le permis de conduire est rentré dans le champ des formations. Je crois que ça fait... il me semble que ça fait maintenant plus de 3 ans. Hein. Plus de 3 ans maintenant. Très bien. Oui. Et ensuite, si je peux rajouter, donc une fois ce permis en poche, pour revenir à ce que disait Madame Marcelin, la boule au volant, les aménagements d'un véhicule qui existeraient déjà, à ce moment-là, la personne pourrait se rapprocher de la MDPH pour ce qu'on appelle la PCH, aménagement du véhicule. Cependant, pour cela, il faut être éligible à la PCH, donc c'est toujours pareil, hein, donc il faut faire la demande, etc. Donc pour l'aménagement du véhicule, ou alors, si vraiment elle ne peut pas conduire, il y aurait la PCH sur coût transport. Mais tout ça, comme la PCH est un gros paquet relativement complexe dans nos murs, il faut déjà la première disposition, en fait, c'est d'être éligible à la PCH. Absolument. Et ensuite, on verra lors de l'évaluation si on peut... Mais il existe des dispositifs, en tout cas, soit d'aménagement, soit on n'aide pas à acheter la voiture, parce que beaucoup de gens nous contactent en nous disant, on m'a dit que vous donnez des voitures. Nous, on ne donne pas de voitures.
Déjà, nous, on ne donne pas d'argent, tout simplement. Nous, on ouvre des droits. Non, mais ça peut être le système d'adaptation qui est financé. Alors, on peut déclencher, en fait, attribuer le droit d'aménagement du véhicule et le département va payer la... Très bien. Voilà. Mais c'est noté, oui. Excusez-moi, bonjour. Je pose ma question, puisque Madame Boulmar, vous venez de parler... je suis là. Oui, s'il vous plaît. Marly Vincent. Donc, comme vous venez de parler de la PCH... debout, s'il vous plaît. Marly Vincent, donc je vais parler en tant que salarié. Très bien. Puisque moi, j'ai fait une demande de PCH il y a quelques années. Donc, je l'avais faite en 2008, lorsque j'ai acheté mon premier véhicule. Donc, un véhicule boîte automatique. Il me fallait les commandos volants et la boule. Donc, j'ai eu la réponse de la MDPH en 2012. Donc, ça faisait 4 ans que je conduisais. Et en fait, ce qui m'a surprise, par contre, et je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, c'est que pour pouvoir verser en fait l'aide, on vous demande des factures acquittées. Donc, c'est un peu compliqué parce que si on fait une demande d'aide, c'est parce qu'on n'a pas les fonds pour pouvoir aménager le véhicule. Donc, c'était ça ma question. Est-ce que maintenant, ça a changé ou pas? Parce que là, j'ai refait une demande, puisque ça fait quelques années. Là, j'ai déjà vu le médecin. Ça a été beaucoup plus vite, par contre. Parce que j'ai déposé ma demande au mois de mai. Et j'ai vu le médecin fin août pour pouvoir évaluer. Et là, j'attends que ça passe en commission. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'on va encore me demander des factures acquittées avant de me verser l'aide? Ça, c'est un des travers du système. Effectivement, on demande des factures acquittées. Après, c'est vrai que c'est un peu aussi comme pour les aides techniques, les fauteuils roulants, etc. Certains prestataires acceptent, sous dépôt d'un chèque de caution, de vous donner la facture acquittée pour que le département puisse débloquer les fonds. Ça, c'est vrai que c'est un gros biais du système sur lequel on est en train de travailler justement avec le département par rapport à ça. Voilà. Très bien. Je crois que Madame... Juste un petit complément par rapport au permis. Donc, au niveau de la mission locale, donc les jeunes qui ont un projet professionnel validé et pour qui ce projet professionnel on a obligatoirement besoin de la voiture, peuvent bénéficier d'une aide financière par le biais du Fonds d'aide aux jeunes qui est financé par le Jeunes Conseil... jusqu'à 30 ans. 30 ans. 30 ans. Ouais, d'accord. Voilà, en complément, parce que le permis, ça coûte cher. Et nous avons aussi... simulateur de conduite. Donc, le jeune a la possibilité, avant même d'aller en auto-école, de s'entraîner sur le simulateur de conduite, ce qui pourrait permettre de diminuer un petit peu sur le nombre d'heures et de diminuer un petit peu sur le coût. C'est une bonne information. Oui, on poursuit avec Marie-Claude Marcelin. Voilà, alors pour compléter l'ensemble des informations qui ont été apportées, alors lorsqu'une personne en situation de handicap se positionne dans une auto-école et qui a besoin, je vous ai dit effectivement qu'il y a une évaluation des besoins qui peut être faite notamment auprès du centre Maurice Selbonne. Dès l'instant où il est nécessaire que la personne bénéficie par exemple de cours supplémentaires pour tenir compte effectivement de la nature du handicap, c'est un exemple, ou s'il y a des adaptations qui doivent être spécifiques à l'usager pour ces cours de conduite ou de code, il y a des possibilités, effectivement, sous certaines conditions, d'être aidé sur la prise en charge du surcoût lié à la formation. Très bien. Je crois que Madame Boulmar l'a évoqué rapidement. La question peut être intéressante quand on est finalement dans l'incapacité de conduire, mais dans la capacité de travailler. Est-ce qu'il existe une aide? On voit des véhicules de transport, souvent pour des actes de soins, mais est-ce que cela existe pour se rendre quotidiennement au travail? Oui, et à ce moment-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on pourrait mobiliser pour cela ce qu'on appelle la PCH sur coût transport. Par contre, il faut déjà être éligible à la PCH. Et conditions d'éligibilité, rapidement. Les conditions d'éligibilité, alors c'est assez vaste. Non, c'est pas ça, c'est juste que c'est un discours un peu barbare. D'accord. Il faut une difficulté absolue ou 2 difficultés graves dans vos déplacements pour pouvoir prétendre à une PCH sur coût transport. Oui. Voilà. Et ça, après, en gros, pour résumer, la personne qui peut se déplacer à travers des transports dits en commun n'est peut-être pas éligible. Voilà. Non. C'est-à-dire que c'est la personne qui va avoir besoin de mobiliser un prestataire pour l'emmener au travail et revenir. Et à ce moment-là, ça va être calculé sur la distance à parcourir tous les jours, le nombre d'allers-retours dans la semaine. Et à ce moment-là, on déclenche la PCH sur coût transport. Dans l'Assemblée, d'autres questions? Oui, madame. Oui,
bonjour, Madame Pierrequin. Une question, vous avez parlé pour acquérir le taux d'invalidité, de faire un dossier, monter un dossier qui sera examiné en commission. Comment ça se passe pour une réévaluation ou une révision d'un taux d'invalidité déjà fait? Donc comment ça se passe, la révision? Voilà. Alors, la révision d'un taux, j'ai envie de vous dire que si vous nous envoyez ça pourrait se faire par un courrier. Si vous nous envoyez un courrier pour nous dire « je voudrais qu'on réévalue mon taux d'incapacité », mais sans nous envoyer de pièces prouvant que votre état de santé s'est aggravé, le taux, il ne va pas changer. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt, en fait. Ce qui est important, c'est de nous expliquer en quoi votre situation s'est aggravée, qui fait que dans l'évaluation, on pourrait augmenter le taux d'incapacité. Et à ce moment-là, l'idéal, c'est de refaire une demande. Et sur la demande, vous cochez « je demande le réexamen de mon dossier ». Si le dossier est passé il y a peu en commission, moins d'un an, on va dire, un simple courrier pourrait suffire. Je viens par le présent courrier vous demander de bien vouloir réexaminer ma situation parce que c'est aggravé, voilà, en preuve des certificats médicaux, je sais pas, des comptes rendus, etc., etc. Et à ce moment-là, le dossier, on va vous réouvrir une procédure, le dossier va repasser en équipe pluridisciplinaire et l'équipe décidera si, pas l'équipe proposera et la CDAPH décidera si le taux d'incapacité est augmenté ou pas. J'espère qu'on a répondu à votre question. Merci pour l'intervention. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle? Alors, il y a un micro juste à côté. Et ensuite, monsieur, tout au fond. Oui, allez-y. Oui, je me répète, bonjour l'Assemblée. Je suis pas arrivée tout au début de la table ronde. Je ne sais pas si je serai en sujet. Déjà, je me présente, Berthe Arthur, présidente de l'association guadeloupéenne des myopathes. Je pose la question concernant un salarié qui est en situation de handicap, qui a une ancienneté de plus de 30 ans dans son entreprise et qui a été licencié parce qu'il y a une évolution de sa maladie. On l'a vu en incapacité de pouvoir faire son travail. Et là, cette personne n'a pas pu se faire défendre. Partout il passait pour pouvoir rappeler son employeur au prud'homme. Parce que ici, partout il passait chez les avocats, son employeur, c'est le président, je ne vais pas le nommer, le grand groupe des employeurs en Guadeloupe. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, quel chemin doit faire ce salarié pour défendre ses droits? Merci pour la question. Et malgré qu'il avait sa reconnaissance de travailleur handicapé. Alors, c'est vrai qu'il y a une valeur juridique également dans la question qui est posée. Madame Lacoma de la DETS. Alors, le salarié, il est sorti de l'entreprise. Malheureusement, on l'a licencié. Hein. C'est bien ça? Il n'est pas sorti, on l'a licencié. Oui. On lui a donné ses indemnités, son solde de tout compte. Il avait le droit de pouvoir recourir 3 mois après. Il a voulu le faire, mais il n'a pas trouvé aucun défenseur, sachant que son patron, c'est le patron des patrons en Guadeloupe. Ok. Alors, non, ça fait sourire, mais en même temps, je vais vous donner une réponse en 2 temps. Oui. Humainement, je pense que toute l'assistance va considérer que c'est dégueulasse. En droit maintenant, a priori, il a essayé de mobiliser son droit qui était de recourir notamment à la possibilité d'aller devant les prud'hommes, hein, pour voir justement, pour se voir reconnaître dans ses droits d'un licenciement qu'il considère comme étant abusif. Maintenant, par rapport au contexte que vous dressez, je dirais que là, c'est juste une question de conscience professionnelle. Mais ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on aborde depuis ce matin. C'est-à-dire que concrètement, humainement, le fait que l'état de santé de cette personne a été un motif pour ces gens-là de licencier, je vous dis, c'est juste irrégulier. Après, je ne vais pas généraliser en disant que tous les avocats en Guadeloupe, parce que je ne pense pas qu'il ait contacté tous les avocats en Guadeloupe, avant de prendre une affaire, se disent, bon, comme c'est le patron des patrons, je laisse tomber, ce n'est pas défendable.
Non, mais je vous dis, Non, vous comprenez bien. humainement, Oui. je vous l'ai dit, moi, je suis assez cash, c'est dégueulasse. Maintenant, je veux dire que je n'ai pas accepté cette situation. Ça lui est arrivé. Je ne sais pas combien d'avocats il a vu. Mais c'est une question de conscience personnelle de ses, de ses conseils, de ses avocats. Mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, la question d'un licenciement abusif n'a rien à voir par rapport, je dirais, enfin, sauf si je me trompe, avec l'articulation, enfin, avec la thématique de la table ronde. Mais je vous comprends. J'ai vu les droits, comme j'ai bien posé la question, et je ne sais pas si je serai en sujet. Non, mais ça permet de faire avancer. Voilà. Alors, j'étais pas au début non plus. Alors, et comme je relisais encore table ronde, accès aux droits et lisibilité, alors j'ai dit peut-être je ne serai pas en sujet, je vais lancer ma question. C'est-à-dire que là, comme vous le savez, le salon, donc, il est focalisé sur le handicap. Donc forcément, on parle de l'accès aux droits qui reste encore malheureusement trop sous-mobilisé en matière donc, d'effectivité sur le terrain. Il y a, comme peu de gens sont informés, donc forcément en conséquence, ils ne les mobilisent pas suffisamment. Mais la question de licenciement, même dégueulasse, telle que vous l'avez évoquée, en fait, ce n'est pas en lien direct avec la table ronde. Mais ça n'empêche pas dans ces cas-là, même si vous avez les services d'inspection du travail qui vont vous dire il s'agit d'un litige individuel, donc effectivement, c'est les prud'hommes, ça n'empêche pas, et je ne peux pas vous donner d'autres raisons, je ne vais pas être populiste avec vous. Ça dépend de la conscience des avocats. Ils prennent ou pas, s'ils sont potes ou pas avec la dite personne en question. Voilà. Et puis pour compléter, on peut noter qu'il y a des avocats spécialisés dans plusieurs disciplines et qu'on pourrait aujourd'hui, à travers le réseau ici présent, peut-être quelqu'un vous diriger vers un avocat spécialisé dans ce type de situation. Je crois qu'il y a Madame Vautier de la CGSS qui voulait ajouter quelque chose. Oui, en fait, alors, je ne vais pas être sur la partie du licenciement, mais c'est par rapport au motif que vous avez évoqué. Vous avez évoqué un salarié qui est dans une entreprise et qui, à un moment, il a une pathologie ou des pathologies qui font qu'il n'est plus en capacité d'exercer son activité. Alors, je ne fais pas de généralisation, hein. Je dis juste que ça peut arriver, effectivement, que l'état de santé, les conséquences de l'état de santé soient reconnues comme étant en inadéquation avec le maintien dans le poste. Et ça, c'est une décision tout d'abord médicale. Cela veut dire que l'employeur a constaté que l'état de santé de son employé empêchait pour lui de continuer son activité, qu'il a dû sans doute solliciter la médecine, le service de santé au travail, ou le médecin, que ce soit du CIST, du CSTG, ont reçu cet assuré, ont échangé sur le plan médical avec lui et par rapport au poste qu'il avait, son emploi. Et il y a dû y avoir effectivement un discours disant que au poste qu'il était, il ne pouvait plus rester par rapport à son état de santé. Et c'est là qu'effectivement, le médecin peut demander un aménagement de poste, si c'est possible. Et si ce n'est pas possible, on va vers une inaptitude, un licenciement au titre de l'inaptitude du poste. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cas de cet assuré, mais en tout cas, par rapport à quelqu'un qui est salarié et que sa pathologie ne permet plus son maintien en poste, c'est la procédure normalement normale. Donc, effectivement, le salarié peut dire... Il peut estimer que pour lui, il est toujours en capacité de travailler, mais il ne peut pas non plus se mettre en danger. Et c'est le rôle du service de santé au travail aussi de faire le garde-fou et de dire « Attention, vous n'êtes plus en capacité, ça peut être dangereux pour vous ». Donc, par conséquent, on va malheureusement, quand il n'y a pas d'aménagement possible ou au sein de l'entreprise, on peut aller vers un licenciement au titre de l'inaptitude. Mais c'est pas simple. C'est pas simple pour un employé qui a plus de 30 ans de boîte de se dire que je dois
fermer cette porte-là et essayer de faire autre chose. Ce sont des choses qui se préparent. Malheureusement, bon, peut-être qu'il n'était pas en arrêt maladie au moment où voilà, donc nous, on n'a pas eu peut-être à le rencontrer ou autre. Ça s'est fait dans d'autres circonstances. Mais cela n'empêche pas que normalement, en procédure normale, il y a quand même un avis du service de santé au travail avant qu'on aille vers une inaptitude au titre d'une problématique de santé. Voilà. Il devait obtenir une aptitude médicale. Normalement, comme je vous dis, je n'étais pas là, donc je ne sais pas ce qui s'est fait, ouais. mais normalement, pour qu'il y ait licenciement au titre de l'inaptitude au poste, il faut qu'il y ait un avis du service de santé au travail. Il semble, dans son cas, il n'a pas eu de conseil. On n'a pas tous les éléments, mais moi je ne peux que vous dire, voilà ce que normalement ça devrait être pour un licenciement au titre de l'inaptitude au travail. Je pense que, d'après ses dires, même au niveau de la CIST, il n'a pas eu vraiment l'accompagnement. Malheureusement, nous n'étions pas là, donc nous ne pouvons pas, nous ne savons pas comment ça s'est passé et comment il a rencontré le service de santé au travail, son employeur, parce qu'il y a vraiment toute une procédure. Alors pour des, on imagine, hein, on déborde un petit peu du cadre dans le juridique, mais il y a des organismes pour la défense des droits, le défenseur du droit que vous pouvez solliciter et qui pourrait orienter cette personne vers les services qu'il faut, les conseils qu'il faut pour défendre son dossier et son cas. En tout cas, merci de la question et du témoignage apporté. Je crois que nous avons encore, on a le monsieur. Excusez-moi, juste une question, et je voulais juste dire, et c'est hyper important. On peut être proche de quelqu'un, mais il faut souvent quand même faire attention aux propos rapportés. Comme les partenaires l'ont indiqué, il y a du factuel, mais il y a aussi du ressenti. Et tant que nous, on n'a pas connaissance, je dirais, du dossier à 360 degrés, on ne peut pas aller dans un sens ou dans un autre. Je ne vous dis pas que selon ce qu'il vous dit, le fait qu'il y aurait, parce que moi, je n'ai rien d'avéré, il y aurait donc la même mise de la personne que vous n'avez pas citée, pourquoi pas. Mais franchement, c'est juste faire attention à ce qu'on dit, aux propos qu'on tient, tant qu'on est sur du rapporté, quelque chose qui n'est pas vérifié, quelque chose qui n'est pas factuel, essayons d'avoir un peu de distance. Merci. Merci pour la précision. Allez, on enchaîne. Oui, bonjour tout le monde. Je me présente, Guy-Antoine Suzanon, je suis directeur des affaires sociales dans une collectivité. Je voulais remercier Mme Lacoma ainsi que toute l'équipe, M. Brut également pour son courage. J'ai regardé l'ensemble des thématiques, mais je pense que ma question tombe vraiment dans cette thématique. J'étais dans une autre vie DRH et dans aucune collectivité de Guadeloupe, les 6% ne sont respectés. Quand on parle d'accès aux droits, d'accès dans le cadre professionnel. Aucune collectivité de Guadeloupe, je le répète, on peut parler entre nous, il n'y a pas de maire. Généralement, ils sont là, hein, mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Nous ne pouvons pas parler entre nous. Aucune ne respecte les 6% que la loi nous impose pour le recrutement de ces personnes. Je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas de saisine, hein, comme le fait pour la loi SRU. Vous savez que quand une collectivité ne respecte pas le nombre de logements sociaux, dans le cadre de ma collectivité, on paye 147 000 € de mandatement d'office parce que nous ne respectons pas les 25% de logements sociaux. Pourquoi, par analogie, on n'appliquerait pas aussi un mandatement d'office pour les collectivités qui n'appliquent pas les 6% pour les personnes en situation de handicap? Il n'y a pas Je ne une sais pas amende qu'est-ce qui pourra me répondre. Pour les collectivités? Non, ça existe, mais si. Le mandatement d'office ne se fait pas. D'accord, l'amende existe, mais le mandatement d'office ne se fait pas. Alors, on parle de discrimination, on parle de nos frères et sœurs, on parle de beaux discours, mais j'ai l'impression à chaque fois c'est du telenovelas. Merci beaucoup. Merci. La précision. Alors, oui, il y a madame qui lève la main juste à côté. Alors, vous pouvez y aller, hein. Je rappelle que je suis payé au nombre de questions posées par table ronde. Et que je n'ai pas encore atteint du quota. Je me présente, allez-y. Madame Moesta Daniel, et je m'adresse à la dame de la sécurité sociale. Parce que je suis, depuis plus de 10 ans que j'ai été mis en invalidité, en situation de précarité, au point que je n'ai pas pu recevoir mon fils régulièrement et correctement chez moi. Pendant tout ce temps, maintenant il est majeur.
Et récemment, au mois de mai, mon invalidité a été coupée court sans raison valable, alors que j'ai donné tous les documents, toutes les informations, comme j'ai l'habitude de le faire. J'ai eu de l'aide par rapport aux amis que je suis en train de rembourser jusqu'à maintenant. J'ai fait un courrier en recommandé avec accusé de réception au service social, et ça ne date pas de très longtemps, au service social de la sécurité sociale. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de réponse quant aux frais que j'ai reçus de la banque par rapport à cette période-là. Et deuxième problème, toujours avec la Sécu, j'ai fait une demande de CMU parce que, étant en précarité, je diminue mes frais au maximum. J'ai quitté ma mutuelle, je me suis mise à la CMU. Parce que j'ai demandé la CMU avec la portabilité chez Pacifica, on m'a refusé de charger la télétransmission sur ma carte vitale. Alors là, je suis en réponse du centre de Digne pour savoir si je peux avoir ma télétransmission sur ma carte vitale pour que je n'ai pas de frais à avancer quand je fais des dépenses pour ma santé. En dehors, bien entendu, du cadre de ma pathologie. Donc, je voudrais vous voir en particulier pour ça, si possible. Il n'y a pas de problème. Alors, la première chose, nous avons un stand, donc dans la salle à côté, où il y a 2 assistantes sociales de la Caisse générale de sécurité sociale. Donc là, déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, vous dites, vous avez envoyé un courrier en recommandé avec accusé de réception. Donc, ce qui veut dire que ce courrier, en fait, est arrivé à la Caisse générale de sécurité sociale, au service courrier de la Caisse générale de sécurité sociale. Ensuite, le service courrier doit nous transmettre le document. Alors, je suis surprise qu'on ne vous ait pas encore contacté, parce que normalement, dès que nous recevons le courrier et par rapport à la demande que vous avez positionnée, il y a automatiquement notre premier niveau, donc les secrétaires médico-sociaux, comme on les appelle avant, même si leur nom a un petit peu changé, qui normalement vous contactent, puisque là, c'est une demande d'aide financière exceptionnelle. Et forcément, demande d'aide financière exceptionnelle, il y a constitution de dossier avec formulaire de demande et justificatif de ressources et de charges. Donc ça, vous inquiétez pas, nous avons 2 collègues à côté, on pourra récupérer vos informations. Vous avez parlé de la coupure de votre pension d'invalidité. Oui, tout à fait. Je reconnais qu'actuellement, il y a eu un retard au niveau du service invalidité, puisque ce service gère aussi les cures thermales. Donc, et là, c'est la période des cures thermales. Donc, il y a eu, vous savez, dans Guadeloupe, beaucoup de personnes qui voulaient partir en cure, plus les personnes qui font leur traitement de dossier de demande d'invalidité. Pour l'invalidité, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, vous avez une attribution de la pension d'invalidité. Et ensuite, on va vous demander régulièrement de transmettre des documents dans un certain délai. Donc, le délai est fait pour éviter justement qu'il y ait coupure. Donc, en fonction de quand le dossier ou le document va arriver, il peut y avoir un petit embouteillage parce que nous avons un certain nombre de personnes qui perçoivent la pension d'invalidité au niveau de la Guadeloupe. Mais ça aussi, comme je dis, vous pourrez voir avec mes collègues à côté, même moi, quand on aura fini la table ronde, pour pouvoir prendre vos coordonnées et pour savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau du traitement de votre dossier. Troisième chose, vous avez parlé de la complémentaire santé solidaire. C'est le nouveau nom, on a regroupé la CMU et la CS. Pour la complémentaire santé solidaire, donc si j'ai bien compris, elle vous a bien été accordée, ce qui est une bonne chose. Tout à fait. C'est très bien, ça vous permet, comme vous dites, de réduire vos charges. La deuxième chose, au niveau du choix de l'organisme de mutuelle, en fait, c'est là où vous dites qu'il y a eu un souci. Voilà. Je vous avouerai, c'est pas du tout ma partie. Donc, ça va être compliqué pour moi de savoir pourquoi il n'y a pas de portabilité. Mais normalement, à partir du moment où la mutuelle a bien été enregistrée comme organisme pour vous, lorsque vous mettez votre carte vitale à jour, les données sont censées être bonnes. Après, il faut aussi que la mutuelle ait bien envoyer l'information à la Caisse générale de sécurité sociale que vous êtes chez eux. Mais comme je dis, ça c'est la partie de l'assurance maladie. Je ne vais pas me permettre de tenir des propos que je ne connais pas parce que je ne connais pas votre dossier. D'accord ? Mais comme je le répète, nous avons un stand avec 2 assistantes de service social qui sont là et qui pourront répondre à vos questions et surtout prendre vos coordonnées
pour qu'on puisse savoir ce qui s'est passé ou pas. Bien sûr, nous n'allons pas régler toutes les difficultés de la Caisse générale de sécurité sociale, puisque ce n'est pas la mission première du service, mais nous pourrons transmettre les informations, transmettre les réclamations. Même si on vous demande toujours de passer par le 3646. Bien Donc sûr. je peux aller les voir de suite. Oui, elles sont là. On vous invite à le faire. Oui, elles sont là. Et nous, notre stand est là toute la journée. Et j'ai une Absolument. autre question pendant que j'ai le micro. Je profite. Concernant la MDPH, j'ai fait une demande récente à la MDPH. J'ai eu des réponses, j'ai eu plusieurs réponses. Et il y a une réponse qui m'a beaucoup turlupinée, puisque depuis en janvier, après mon hospitalisation en janvier 2023, j'ai demandé à mon psychiatre, je lui ai fait savoir que je ne me sentais pas de la capacité de travailler parce que j'avais un nouveau traitement, mon corps réagit différemment par rapport à l'ancien traitement, etc. Donc le docteur ne m'a jamais donné un certificat médical allant dans le sens de ce que je disais, si bien que la MDPH m'a fait un papier qui ne correspond pas à mes désirata, à mon état actuel concernant le travail. Parce que la MDPH me dit dans un des documents qu'ils m'ont retourné, qui m'ont répondu que oui, je suis capable de travailler aussi bien dans un mi-temps que dans un temps plein. J'ai fait l'expérience, j'ai travaillé à un temps plein sans interruption, je ne pouvais pas tenir la cadence. J'ai demandé à travailler à mi-temps. J'ai fait le premier renouvellement de contrat. Le deuxième renouvellement de contrat, j'ai demandé à faire 7h midi au lieu de 7h 14h. Parce que je m'endormais systématiquement derrière l'ordinateur, je m'endormais, mes yeux se fermaient. Ce n'était pas de ma faute, c'est mon corps qui réagit comme ça par rapport au traitement. Et ce temps partiel m'a été refusé par l'employeur et bien entendu, on a arrêté mon contrat. Donc maintenant, ce que je veux savoir par rapport à la MDPH, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Parce que j'avais demandé à voir le médecin conseil de la MDPH. J'ai demandé à le voir dans ma demande. Très bien. Et je ne l'ai jamais vu. Oui. Alors, juste pour préciser avant Donc, la qu'est-ce réponse, que je dois Madame faire Boulmard, pour qu'on me donne un document qui stipule que j'ai droit à un aménagement dans mon temps de travail? Voilà. En tout cas, merci pour la question posée. On aura Merci. le monsieur qui va intervenir la dernière question. Après, on aura forcément à suivre notre programme. Ce sera la dernière question. Alors, la réponse de Madame Boulmard, la question de monsieur, et on passera à la prochaine table ronde tout à l'heure. Allez-y. Alors, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas habilités à vous donner un papier disant que vous pouvez travailler qu'un mi-temps. Ça ne peut être fait que par la médecine du travail. C'est eux, c'est leur compétence, c'est pas la nôtre. Ensuite, pour ce qui est du droit qui ne vous convient pas, vous avez toujours la possibilité de faire un recours. Il faut savoir que le droit au recours existe. Nous prenons des décisions parce que nous ne voyons pas les gens. La MDPH de la Guadeloupe, c'est environ 80 dossiers déposés chaque jour, multipliés par des mois. Ça finit par faire beaucoup. Donc on ne peut pas voir tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est... Mais le plus souvent, on essaye de le faire. Alors ce que vous pouvez faire, c'est faire un recours avec la décision que vous contestez et un courrier nous expliquant la situation. À ce moment-là, vous pouvez aussi stipuler sur ce dossier-là que vous voulez absolument voir un médecin pour expliquer votre situation. Et ça, on va le prendre en compte. On va vous convoquer en visite médicale. Et à ce moment-là, on verra si la réponse est à peu près, ressemble un peu plus à ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Merci. Oui. Très bien. Oui. Très bien. Priscilla Logis. Alors effectivement, je voulais intervenir conjointement avec Madame Marcelin sur l'intervention de Monsieur Suzanon. Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre de l'offre de service des actions du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés que nous représentons, et aussi dans le cadre de l'offre de services intégrés, certes que nous n'avons pas forcément présenté, ce que nous la présenterons ultérieurement, mais il faut savoir qu'elle tient compte tout aussi des demandeurs d'emploi que des chefs d'entreprise, des employeurs et des collectivités. Donc on fera en sorte, et c'est déjà fait, que par le biais de cette offre de services employeurs et entreprises, que nous puissions aller au plus près des employeurs justement pour leur prouver et enlever cet aspect, ce regard sur la personne en situation de handicap et ne voir que ses compétences et sa performance au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise et d'un employeur public. Et effectivement, vous avez aussi l'occasion, nous avons Nadine Montbrun, ici présente, qui représente le FIPHFP et qui pourra effectivement répondre à vos questions si vous en avez.
Et nous avons aussi Monsieur Dominique Alanet pour les employeurs privés, qui eux aussi peuvent aussi intervenir pour sensibiliser les équipes en interne au sein des collectivités, au sein des entreprises privées. Très bien. Merci pour la précision et en réponse donc à la question de tout à l'heure de Monsieur Suzano. Monsieur. Et bonjour. Pour terminer, je précise notre première table ronde sur l'accès aux droits et lisibilité. Allez-y. Oui, bonjour, je me présente Thierry Plumin, directeur de centre de formation d'apprentissage. Et ma question va être un peu transversale. Je vous prie de m'excuser si elle a déjà été posée. Puis après, je ferai une petite remarque par rapport à l'intervention de madame. Voilà, nous avons des jeunes qui viennent chez nous. Alors, il faut savoir qu'on a des entreprises privées agricoles qui jouent le jeu d'embaucher des personnes en situation de handicap. J'ai vu que dans les intervenants, il y avait des personnes de la MDPH. Et il y a quelque chose que j'ai du mal à cerner. Nous avons des jeunes qui arrivent chez nous avec des droits. Donc, nos formations sont sur 2 ans. Sauf que le droit arrive à une échéance et ils doivent refaire le dossier. Je n'ai pas encore compris comment une personne qui est en situation de handicap, sa situation de handicap disparaît, qui fait qu'ils doivent refaire un dossier. J'arrive pas à comprendre ça. Pour moi, quand on est en situation de handicap, c'est réglé pour la vie. Et ça, ce qui fait qu'on a des jeunes qui ont des droits par rapport au transport, par rapport à des aides, par rapport à un accompagnement. Et cet accompagnement-là, il disparaît en milieu de parcours. La deuxième chose, c'est l'âge. Je n'arrive pas à comprendre. Nous avons des jeunes de 16 à 18 ans qui sont accompagnés par parfois des personnes qui vont venir le vendredi pour les accompagner sur les cours de la semaine. Quand ce jeune a 18 ans, ça disparaît. Sauf que ce jeune, j'ai une petite là qui a réussi son CAP, qui a été la meilleure. Elle est en situation de handicap. Elle a été la meilleure du groupe des personnes dites normales. Et elle veut faire un bac pro. Je ne peux pas, parce que je ne peux plus mettre l'accompagnement. Je ne comprends pas. J'essaye de comprendre. Je ne comprends pas. Une situation de handicap, c'est à vie. Donc, voilà. Pas dans tous les cas, mais bon. Et alors, la dernière chose par rapport à madame, c'est que par rapport à la sensibilisation sur les collectivités, je ne pense pas qu'on soit au stade de la sensibilisation. L'État a toujours du mal à appliquer à lui-même les lois qu'il demande aux autres de faire. Donc c'est à moi de répondre si j'ai bien compris. C'était une attaque personnelle, monsieur, c'est pas grave, je vais vous répondre. Par rapport à l'embauche dans les collectivités territoriales, il faut savoir que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peut être très très mal vécue par une personne en situation qui a cette reconnaissance. Et je pense que dans les collectivités, il y a beaucoup de personnes qui sont éligibles à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qui ne font pas la demande. Ou alors qui l'ont, mais qui ne disent pas à leur employeur qu'ils l'ont, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, pour ne pas être catalogués par leurs collègues. Ça, c'est aussi une réalité, en fait. Comme on ne sait pas je ne sais pas quel accueil va être réservé à mon handicap au sein de l'équipe, je préfère ne rien dire et souffrir en silence. On est quand même un peuple de personnes relativement fières par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. Si je peux me permettre de rajouter avant de répondre au monsieur, la deuxième chose, on a un gros problème en Guadeloupe par rapport... Je parle de la Guadeloupe parce que j'ai travaillé ailleurs, c'est pour ça que je pose la question. Par rapport au handicap, la capacité, comme disait monsieur Brut, je suis capable autrement. Et des fois, chez les jeunes, souvent même les parents ont du mal à se dire qu'ils sont capables autrement. Moi, j'ai un enfant en situation de handicap et je peux vous dire qu'il est capable autrement. Et quand il a tendance à l'oublier, je lui dis, n'oublie pas que tu es capable autrement parce que c'est toi qui me dis de ne pas l'oublier. Donc, toi, tu vas y penser. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important. Donc, souvent, les parents ont tendance à vouloir aussi, des fois, les catalogues. Il ne pourra pas faire. Il ne va pas pouvoir faire. Donc, je vais faire une demande d'AH à la MDPH. Mais, logiquement, dans ce qui est conçu, l'AH n'est pas une fin en soi. Justement, si on est dans une politique d'inclusion de la personne en situation de handicap, l'AH peut très bien avoir été donné par l'équipe pluridisciplinaire de manière provisoire afin de permettre à la personne de mettre en place une démarche d'insertion sociale, même avec le handicap, revoir la personne dans 2-3 ans. Effectivement, c'est court, puisqu'il faut le refaire, le dossier. Effectivement. Mais dans 2-3 ans, on veut peut-être la voir pour qu'on lui dise, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Qui tu as contacté?
Parce que nous, on fait des préconisations aussi sur les notifications. Rapprochez-vous du service public de l'emploi. Quand on fait des propositions vers le Cap Emploi, on leur dit, rapprochez-vous de votre conseiller Pôle Emploi pour savoir ce qui peut être mis en place avec vous. Donc ça, on va mettre un droit pendant 3 ans. Et c'est délibérément fait par l'équipe pluridisciplinaire parce qu'on veut emmener la personne vers l'insertion. Pourquoi ? Parce que, mine de rien, il faut tous le reconnaître, la hache reste que de l'argent public, donc c'est l'argent de nos impôts. Donc plus on va avoir de personnes qui perçoivent la hache, plus on va payer d'impôts ceux qui travaillent. Malheureusement, c'est notre réalité. C'est notre réalité, en fait. Et donc, juste laisser les gens à la hache n'est pas une fin en soi. Il faut qu'on permette aux personnes en situation de handicap d'accéder à l'emploi. Donc, on va mettre une AH, une personne qui est dans une entreprise où je suis maçon, j'ai extrêmement mal au dos, j'ai des douleurs cervicales, je ne peux plus lever les sacs de ciment. OK, sur un moment donné, tu vas avoir besoin de la hache, mais on va la mettre 3 ans parce qu'on voudrait que vous fassiez quelque chose pour essayer de vous réinsérer. Et c'est à ce moment-là qu'interviennent mes collègues. Et on va leur dire, allez vers le Pôle emploi, allez vers le Cap emploi, allez vers les centres de réinsertion professionnelle pour voir ce qu'ils peuvent vous proposer pour ne pas justement vous maintenir dans cette situation de handicap à vie. Donc pour revenir sur le handicap à vie, oui, il y a des handicaps à vie. Mais tous les handicaps ne sont pas à vie. Si je prends l'exemple d'une personne qui a un cancer, sur le moment, elle a un cancer. C'est une situation de santé très invalidante. Mais cette situation de pensée, logiquement, on a envie de croire que ça va aller mieux. Donc on va mettre le droit sur une durée courte. Par contre, je prends l'exemple d'une femme qui a un cancer du sein, qui se fait enlever un sein, qui est caissière dans un supermarché. On sait, nous, pertinemment, que l'ablation du sein va entraîner des conséquences. Et donc, par rapport à cette conséquence, on ne mettra probablement pas le droit financier à vie, mais par contre, on fera en sorte de mettre une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé à vie, parce que toute sa vie, elle aura effectivement besoin d'un aménagement de poste. Pour les jeunes, c'est exactement la même chose. Quand on fait un programme, on démarre à l'enfance. Alors les parents, des fois, c'est un peu compliqué. Tous les 2-3 ans, la MDPH demande à ce qu'on refasse des dossiers. Mais les enfants, il faut qu'on voit quelle est leur évolution. Ce qui était valable à l'âge de 6 ans ne l'est plus forcément à l'âge de 12 ans et ne le sera pas forcément à l'âge de 18 ans. C'est ça, en fait. C'est qu'il faut amener également les personnes à être dans j'ai envie de dire, un questionnement constant, une envie de remise en question de l'état dans lequel je suis à cet instant T. Comme nous l'a bien dit notre parrain, qui est un très bel exemple, il aurait pu rester là, avoir son taux à 80%, puis recevoir son AH, il ne voit pas, je reste assis là et je ne fais plus rien. Lui, il ne l'a pas accepté. Je suis capable autrement. Et c'est un peu ça aussi notre politique. Pour le reste... alors ça, après, on pourrait en discuter tous les deux. Si vous voulez, je vous expliquerai un peu comment on fonctionne. Le taux supérieur à 80%, aujourd'hui, le législateur nous donne le droit de le mettre à vie. Donc maintenant, on n'est vraiment pas avare de les mettre à vie. Tous ceux qui c'est possible de les mettre à vie, parce que j'ai envie de vous dire, on est un petit peu... C'est pas feignant, mais quand même. On n'aime pas revoir les dossiers tous les 2-3 ans sur nos bureaux. Si ça n'a aucun intérêt. On s'est battu pour pouvoir mettre des droits à vie. Donc, quand c'est possible de mettre un droit à vie, on le met à vie. Mais quand on ne met pas un droit à vie, dites-vous bien que c'est parce que nous, dans notre petite tête d'évaluateur, on pense qu'il y a des choses qui sont possibles de faire pour éviter de maintenir la personne dans cette situation d'assistanat. Voilà. Merci à vous. Je vois que la petite sonnette a retenti, mais allez-y. Simplement, monsieur Plumet, à ma connaissance, vous avez un référent handicap formation chez vous. Elle est avec vous, d'accord. Donc on fera le point concernant la situation de l'autre jeune qui souhaite poursuivre son parcours, puisqu'il y a d'autres dispositifs qui peuvent être mobilisés. Voilà, et puis on est là aussi toute la journée pour pouvoir échanger en dehors des tables rondes et de faciliter justement les échanges. Merci en tout cas à vous tous pour ce premier rendez-vous de la journée. Accès aux droits et lisibilité, on va remercier Madame Boulmard de la MDPH, Élise Kelaou de la mission locale, Marie-Claude Marcelin de Cap Emploi, Chantal Cancel de la CAF et Priscilla Logis de Pôle Emploi ainsi que Lovely Vautier de la CGSS. Merci pour la richesse des échanges.